Comment présenter les temps modernes? C'est un film qui a tellement été commenté. Euh, Vous aurez, je crois, pour une grande partie, enfin oui, pour la plupart d'entre vous, entre les mains un livret pédagogique qui a été fort bien fait par Joël Magny et Noël Simsolo. Donc je vais essayer modestement d'ajouter un peu des petites choses, mais il y a beaucoup de littérature sur le film. Je ne vais pas m'étendre beaucoup, on en parlera tout à l'heure. Euh, j'ai envie de dire que c'est peut-être un film qu'on croit connaître et qu'en fait on ne cesse au bout du compte de redécouvrir, mais je dirais que c'est propre à l'œuvre des génies et particulièrement à celle de Chaplin. On a beaucoup parlé en fait à l'époque du fait qu'il se soit attaqué au temps moderne, c'est-à-dire un temps chronologique quasi en temps réel, la crise de 1929 et ses répercussions. C'est aussi un film qui a fait beaucoup parler de lui à propos de blabla. Oui, voilà. C'est au moment où je parle de la bande sonore, le micro s'éteint. C'était pas programmé. Parce que il pourrait s'agir du dernier film muet, si on veut. Voilà, enfin bon, on entrera un peu dans le détail tout à l'heure. Je crois surtout que c'est un film qui a été perçu justement à cause de ce temps réel assez mal à l'époque où il est arrivé en 1936. Peut-être aussi à cause de ce décalage, faire un film muet ou en partie muet en 1936, c'est-à-dire continuer à utiliser des cartons, c'était compliqué. Et puis c'est un film qui est devenu intemporel. J'aurais envie d'ajouter plutôt un temps intempestif, inactuel. Il entendait critiquer quelque chose, mais cette chose finalement ne fait que perdurer. Donc on tracera quelques pistes en fait sur cette critique sociale, cette satire, si vous voulez, mais c'est un film qui va bien au-delà et qui nous parle beaucoup aujourd'hui des temps modernes qu'on vit actuellement. Voilà, bonne projection. Je crois que on a affaire à un DCP restauré, donc je vais rester là pour voir ça parce que je n'ai que des extraits DVD qui, en plus, seront peut-être tout à fait dans le bon format. On en parlera tout à l'heure pour ma démonstration. Bonne projection, à tout à l'heure. Juste après le mot fin, il y a encore 20-30 secondes de musique, le temps de se remettre de cette émotion. Ici, en fait, on a un fondu au noir, si je puis dire, qui se termine d'ailleurs sur des collines qui sont un peu noires, elles aussi. On parlera de cette fin. Est-elle une fin pleine d'espoir? J'en doute un peu. Mais on va commencer par le début. Naturellement, alors je vais procéder comme ça. J'ai un joli PowerPoint sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'espère qu'il s'affiche à peu près dans le format. Il y aura quelques extraits aussi qui sont un petit peu déformés. On a essayé de respecter au maximum, mais c'est des problèmes de compatibilité d'ordinateur à écran. Voilà, le film, on a vu qu'il démarrait là-dessus. Un récit sur l'industrie, sur l'entreprise individuelle, un tiret, et la croisade de l'humanité à la poursuite du bonheur. Euh, on, on voit bien qu'il s'agit vraiment d'une croisade. Il y a déjà quelque chose de très ironique dans ce titre. Les temps modernes, on verra à quel point le mot temps peut-être est important. Un récit sur l'industrie et sur l'entreprise individuelle, c'est, je dirais, voilà, un récit sur le capitalisme peut-être, tel qu'il est perçu à l'époque et euh, peut-être politisé aussi par les États-Unis et notamment par la politique du New Deal. On est juste après la crise. Je reviendrai sur le contexte historique de ce film proprement dit. Et puis quelque chose de plus intemporel, si je puis dire. Voilà, la croisade de l'humanité à la poursuite du bonheur qui semble être
elle, être absolument éternelle, d'une certaine façon. On commence par ce temps compté, et puis ce générique qui se déroule comme ça, avec cette pendule qui tourne, qui ne cesse de tourner. Je ne vais pas vous passer tout le générique, mais simplement en l'arrêtant comme ça, en fait, on voit que naturellement il s'agit de Charlie Chaplin, ok, mais qu'il a aussi composé la musique de ce film, et il est ajouté qu'il utilise des morceaux. Il n'a pas composé toute la musique, naturellement le fameux Titine. Je cherche après Titine, qui clôt le film, qui est une chanson française qui a été composée par un certain Léo Daniderf, et qui a été popularisée, bon, c'est une chanson des années 10, mais qui a été popularisée vraiment par le chanteur comédien Andrex, qui était un des acolytes dans les films de Fernandel, par exemple, au tout début des années 30, en France. Il se trouve que Chaplin, juste après la sortie de City Lights, des Lumières de la Ville, en 1931, a entrepris un tour du monde qui a duré 2 ans. Voilà, il a fait un break, si je puis dire, de 2 années après avoir travaillé depuis le milieu des années 10, quasiment sans discontinuer. Il y a eu quelques temps de pause, mais ils étaient au bout du compte très rares. Il était revenu dans les années 20 en Angleterre et en Europe pour revoir son Angleterre natale, pour s'occuper de sa mère, de rapatrier sa mère, mais au bout du compte, il ne fait que travailler sans discontinuer, quasiment depuis ses premiers succès, depuis 1914. Et là, il a besoin d'une pause, juste après les Lumières de la Ville, juste après cette réflexion aussi qui a été la sienne sur ce que peut être le son au cinéma, quand bien même on pense que Les Lumières de la Ville est un film encore muet. Ça n'est pas tout à fait un film muet, c'est un film qui travaille énormément la bande sonore, et ici encore, on travaillera tout à l'heure là-dessus. Mais lors de ce voyage, il se rend compte d'une part de l'ampleur de sa popularité. Il le savait, mais peut-être pas à ce point-là. Voilà, il est accueilli partout, il est même obligé de voyager la plupart du temps incognito. Il rencontre les grands de ce monde, si on peut dire, c'est-à-dire il est partout reçu, je dirais, par l'élite intellectuelle, notamment en France par les surréalistes, ce qu'il en reste, par les cinéastes. On parlera de René Clair tout à l'heure, puisque René Clair a pu avoir une influence à travers un autre film sur les temps modernes. Et puis c'est sans doute à cette occasion qu'il entend Titine, qu'il retient pour donner la parole, si je puis dire, à Charlot. La façon dont le générique se déroule aussi est intéressante, parce qu'on a ici, par exemple, bon, naturellement, il est en tête du générique, si je puis dire, mais il est l'ouvrier d'usine, et il y a la gamine. C'est comme ça qu'elle n'a pas de nom, à part si on fait un plan arrêté sur le carton de la police qui le recherche, où elle a un nom, mais elle reste dans le générique la gamine. Et d'une certaine façon, je fais le distinguo d'emblée avec le film qui précède, où au bout du compte, on avait dans le casting tel qu'il est au générique, d'abord plusieurs personnages, et puis A Tramp, Charlie Chaplin. On a là un ouvrier d'usine, et on a le Tramp qui est le personnage, je dirais, habituel de Chaplin. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'entre-deux, il s'est fixé. Alors, s'est-il fixé, est-ce les temps qui l'ont fixé? Voilà, c'est toujours cette histoire d'industrie et d'entreprise, ou de libre entreprise, si je puis dire,
Il fait partie de la foule naturellement. Alors, vous avez tous remarqué le mouton noir de cette séquence pré-générique. Il s'agit sans doute de lui, mais il fait partie tout de même de cette foule qui est obligée d'aller chaque matin à l'usine. Bon, il y a de magnifiques. J'insisterai tout à l'heure peut-être sur la beauté visuelle du film aussi. Voilà, de pointer la fameuse pointeuse, ce fameux temps compté en permanence par les horloges, l'entrée dans ces espaces un peu déshumanisés comme ça, extrêmement mécanisés, que sont les temps modernes, qu'est l'usine moderne. On lui a beaucoup reproché cette critique sur le moment. Lui était pour la machine à partir du moment où elle arrivait à libérer l'homme du travail aliénant. Hélas, il a beaucoup étudié la question, il a même publié des articles économiques où il expliquait justement comment on pouvait libérer l'homme par la machine, alors que ce qui se produisait aux États-Unis était exactement l'inverse. Bon, vous avez vu le travail à la chaîne, la mise en route des machines. Ce président, qu'il est inutile de présenter, voilà, c'est le président. Alors, ce qui est intéressant avec l'électrostyle, c'est on ne sait pas trop ce qu'on fabrique dans cette machine d'ailleurs. On voit des personnages qui transportent des tuyaux. J'ai l'impression que c'est une malédiction dans le cinéma comique, burlesque. Les machines ne fabriquent que des tuyaux. On verra ça tout à l'heure. Naturellement, vous penserez peut-être aux tuyaux de plastique de mon oncle, de l'usine Plastac de mon oncle, mais peut-être aussi un autre exemple que je vous montrerai tout à l'heure. Ce patron de la Electrosteel Corp, voilà, il s'agit d'une aciérie ou de sidérurgie électrique, quelque chose comme ça, qui, avant de commencer sa journée de travail, a déjà des soucis, si je puis dire, et puis lance la machine à travers ses écrans, qui lui permettent d'avoir une vue qui d'ailleurs est exactement la même que celle qu'on a eue nous précédemment, c'est-à-dire qu'il s'agit exactement des mêmes plans. Vu l'ensemble de son usine, il s'agit d'appuyer sur un bouton pour changer de vue à chaque fois. Et on retrouve exactement à l'écran les mêmes plans qu'on a vus tout à l'heure. Et c'est là où, première parole du film, bon, vous avez peut-être tous remarqué que ce qu'on entend dans le film est uniquement, mis à part Charlot, naturellement, la voix de Charlot, est uniquement retranscrit par des biais particuliers, des relais électroniques, la télévision, enfin, ce qui n'est pas encore tout à fait la télévision, la radio, le haut-parleur. Voilà, c'est uniquement à peu près ce qu'on entend comme voix, le disque de la description de la machine. Toutes les voix entendues sont retransmises d'une certaine façon. Elles servent à donner des ordres, voilà, comme la part du patron. Elles servent à égrener de la publicité aussi, bon, la fameuse publicité pour les maux d'estomac, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Voilà, la machine est lancée. C'est ici peut-être ça nous donnerait l'impression de fabriquer des tuyaux, et puis on arrive sur ce Charlot, qui est déjà au travail, à grande cadence, si je puis dire, même s'il a du mal à suivre le rythme. On lui donne des ordres, on insiste sur ces ordres qui lui sont donnés. Lui a naturellement une façon de vivre la chose qui est tout à fait appropriée au personnage. On sait que c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'instant, dans le présent, dans l'instantanéité des choses. Naturellement, là, le présent va trop vite, d'une certaine façon. Qu'il s'agisse d'une mouche ou d'un éternuement, il suffit de ce petit moment de liberté que le personnage s'accorde pour que tout s'arrête. Voilà, et il semblerait que c'est a priori pas la première fois. Il n'arrive pas à suivre le rythme. Et comment Charlot est un personnage qui est un mouvement éternel, d'une certaine façon, en mouvement perpétuel, mais c'est un mouvement entièrement libre. Le mouvement imposé ne peut pas lui aller. Vous avez vu comment, au sortir de la chaîne,
il a besoin, il a une très grande difficulté à sortir du mouvement qui lui a été imposé. Il faut pour ça prendre sur lui, d'une certaine façon, reprendre possession de son corps, retrouver même des gestes qu'on connaît, ceux du Charlot habituel, la démarche, le mouvement d'épaule. Voilà, sortir du mouvement saccadé, mécanique imposé pour retrouver le mouvement qu'on connaît de Charlot, qui est celui de cette démarche en canard, de ce mouvement d'épaule, voilà, de cette façon de se déplacer, puis le pas dansé, naturellement, qui a toujours été le sien, et qui donnera là l'occasion d'un ballet magnifique, mais un ballet de folie, en fait. Voilà, l'usine l'a rendu fou. Alors, ce qui est intéressant, peut-être du Trump, du vagabond à l'ouvrier d'usine, c'est pas moi qui le dis, c'est un des textes que vous trouverez dans la brochure qui vous sera distribuée, qui est un très beau texte sur le film, qui date de 72, qui a été écrit par un grand critique qui s'appelle Barthélemy Amingoal. La grande fable de Charlot, depuis ses débuts jusqu'aux Lumières de la ville, se développe dans une société sans histoire, avec un grand H, tandis qu'avec les temps modernes, la vision de la société américaine devient vision d'une société réelle, moderne, précisément prise dans l'histoire. Bazin aussi a beaucoup travaillé sur Chaplin, et il remarquait ce qu'était cette façon qu'avait Charlot dans le gag de ne vivre qu'au présent et de ne vivre que dans l'instant présent. Voilà, son détachement qu'il disait suprême à l'égard du temps biographique et social. Et c'est lui qui met un T majuscule au temps. Et sa tendance fondamentale à ne jamais dépasser l'instant, dans son utilisation des objets, par exemple. Voilà, sans passé, sans avenir. Son seul but, le seul but de Charlot, c'est vivre, sans doute aussi naturellement, toujours profiter pleinement de l'instant présent, échapper en tout cas à toute contrainte. On l'a vu dans 75 films avant celui-là, pour la plupart des courts-métrages, arriver sur les chemins. Voilà le début, par exemple, de The Tramp, le très bien nommé The Tramp de 1915, Charlot Vagabond. Le plan de début, il arrive sur la route, et le plan de fin, il repart sur la route. Naturellement, ce plan fait écho à celui qu'on a vu à la fin des temps modernes. Entre-temps, il a trouvé un job. Il a essayé de courtiser dans une ferme, tout ça se passe dans une ferme. Il a essayé de courtiser la fermière est amoureuse de quelqu'un d'autre. Bon, ben, il n'y a rien à faire, du coup il repart. Voilà, c'est un peu ça, Charlot. Sans passé, sans avenir, toujours un petit peu arrivant comme un cheveu sur la soupe, souvent jamais au bon endroit au bon moment, mais réussissant tout de même à s'imposer le temps de profiter pleinement du lieu dans lequel il se trouve, ou dans lequel il a réussi à s'imposer. C'est une idée intéressante, celle-là, d'un Charlot qui serait un éternel migrant. Elle a été développée notamment par Fabrice Revaud-Dallon, qui a beaucoup travaillé sur le comique au cinéma, qui opposait l'immigrant, qui est Charlot, au pionnier, qui a pu être Keaton, par exemple. Keaton essaie de s'installer, quand bien même les éléments sont hostiles à son égard. Keaton traverse beaucoup de catastrophes naturelles, mais il essaie de rester au même endroit, de se maintenir un peu les pieds sur terre malgré le vent qui l'emporte tout le temps, d'une certaine façon, ou le courant, les inondations, etc. Dans Steamboat Bill Jr., par exemple. Chaplin, lui, est en perpétuel mouvement. Alors, naturellement, il a joué dans un film très connu qui s'appelle The Immigrant, Les Migrants, où il arrive aux États-Unis, où il raconte d'ailleurs, je dirais en termes assez... enfin, le film n'a pas plu, voilà. Le service d'immigration aux États-Unis dans les années 10, c'est celui que lui a vécu. C'est d'abord passé par Ellis Island. Voilà, c'est beaucoup de paperasserie. Enfin, c'est un traitement extrêmement difficile. C'est parfois changer de nom.
Ça n'a pas été son cas. Lui est arrivé via le spectacle, une troupe de vaudeville anglaise, et il est resté parce qu'il a trouvé à s'engager au cinéma. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont arrivés d'Europe centrale, par exemple, qui ont été contraints de changer de nom, ou du moins d'américaniser un peu leur nom, et qui aussi ont fait les beaux jours du cinéma. Enfin, je pense à un certain nombre de cinéastes que vous connaissez peut-être. Une autre façon d'arriver, celle de Police, Charlot Cambrioleur. Un carton d'abord, une fois de plus dans ce monde cruel. C'est vrai que Chaplin, Charlot, vit dans un monde cruel, et Chaplin, enfin, le personnage vit dans un monde cruel, et Chaplin l'a toujours dit, d'une certaine façon. Là, il s'agit par exemple de sortir de prison. Le film commence comme ça. Et puis, ce qu'on pourrait croire être le dernier plan du film, puisqu'il est déjà en fermeture à l'Iris, comme ça, voilà, un chemin avec les bras étendus vers une liberté. Et en fait, non, le film se termine comme ça. Il y a un flic qui, parce que comme il est cambrioleur quand même, il y a un flic qui sort du champ et qui se met à le poursuivre, donc il est obligé de revenir vers nous, et l'Iris se referme sur lui, comme ça, pour l'enfermer définitivement. Donc c'est une grande habitude de Chaplin que d'être toujours en mouvement, de se déplacer, quand bien même c'est un retour à la case départ, celle de la prison. C'est comme sur le Monopoly, si vous voulez. Mais voilà, ce qui est intéressant dans les temps modernes, c'est la façon dont, au bout du compte, la prison devient un lieu possible pour vivre. Et bien vivre, beaucoup mieux qu'à l'usine. Une autre façon de profiter un petit peu du moment, c'est un film dont je vais vous passer 2 extraits parce qu'il me semble tout à fait intéressant, justement, d'une arrivée et d'un départ. D'une arrivée, d'un début et d'une fin, tel que Charlot le conçoit dans Charlot et le masque de fer en 1921. The Idle Class, qui veut dire la classe oisive. Voilà comment... Il faut que j'arrive à faire ma bascule. Voilà, voilà comment Charlot entend vivre comme les riches au moment de la saison d'été, là où les riches partent en vacances. Voilà, c'est une arrivée que je trouve assez charlotienne, si je puis dire. Naturellement, il voyage dans la soute à bagages, où on sait trop d'où il sort, voilà. Il voyage pas avec les autres, il n'a pas de ticket. Mais il y a cette liberté. Il sort de là comme si, voilà, il s'étire, tout va bien. Il a, je dirais, le bagage, lui aussi. Il a même un réveil, ce qui est très étonnant. Charlot et l'heure, ça fait 2. On verra ça tout à l'heure. Et puis, bon, voilà, le golf, quand bien même le caddie n'est pas tout à fait... il est comme le reste, un peu délabré, quoi, mais voilà, il a la ferme intention de profiter du temps des vacances, puisque les riches, on va dire les bourgeois, généralement, ils vivent un peu à leur crochet, quoi, à leurs dépens, puisqu'ils émigrent tous à la saison d'été vers un lieu de villégiature. Lui aussi y va. J'ai raccourci un peu l'extrait. Juste après, tout le monde prend des taxis pour aller à l'hôtel. Lui s'installe confortablement sur les porte-bagages des taxis. Il va aussi à l'hôtel. Voilà, il va vivre en marge de cette société pendant un certain temps. Alors, le film s'appelle en français Charlot et le masque de fer parce qu'on a affaire à 2 personnages. Il se trouve qu'il a un sosie à l'hôtel qui est un mari un peu délaissant et surtout très alcoolisé. Vous avez vu à quel point Chaplin, c'est récurrent dans ses films, adore jouer l'homme ivre. Ça faisait partie des routines qu'il jouait au théâtre avant de faire du cinéma. Dans la scène du grand magasin, par exemple, le rhum avalé malgré lui, c'est toujours un peu malgré lui.
on va dire, censure oblige peut-être, surtout en 1936, c'est peut-être un point sur lequel on pourra revenir. Pas en 1931 par exemple. En 1931 pour les Lumières de la ville, on peut se saouler. Avant aussi, on peut se saouler. À partir de 1934, le code de censure stricto sensu est mis en place et il est plus possible. Donc voilà, c'est un peu par inadvertance qu'il joue l'homme ivre. Bon, je vous épargne les détails, simplement comme il ressemble comme deux gouttes d'eau à ce mari délaissant. Il profite de la situation pour courtiser la femme que vous avez vue, Edna Purviance, qui est la partenaire habituelle de tous les courts-métrages de Chaplin depuis 1915, qui pense que son mari, du coup, fait un retour, est un peu moins délaissant. Et puis, voilà, le film se termine sur à nouveau cette solitude qui est la sienne. On va dire que la famille s'est réconciliée sur son dos, on le chasse, Edna Purviance, le personnage, a un petit regret. Elle demande quand même à son père d'être un peu magnanime et d'aller serrer la main de ce type qui, au bout du compte, a profité un petit peu de la situation, mais a fait en sorte que tout le monde se réconcilie. Et voilà ce qui se passe. Voilà le père. Voilà, je dirais qu'il n'y a pas de, comment dire, de réconciliation possible avec le personnage de Charlot. Il reste solitaire au bout du compte. On reviendra sur cette solitude à propos naturellement de sa rencontre avec Paulette Godard, enfin avec la gamine. Image effrayante, si je puis dire. Voilà, il pensait pouvoir profiter de l'instant, comme d'habitude, et en fait non, ça n'est pas possible. La surveillance est là. Ce que continue à dire Amengual, Charlot n'a pas attendu les temps modernes pour travailler. Mais dans les temps modernes, le travail est devenu l'activité vitale d'un prolétaire pour qui le problème numéro 1 est de trouver d'abord à s'embaucher. Il suffit de l'opposition ouvrier, usine, mouton, abattoir, parce qu'il s'agit de ça d'une certaine façon, qui ouvre le film pour que Charlot juge Charlot, ouvrier et mouton lui aussi, et même mouton enragé, il est ce fameux mouton noir sans doute, pour que Charlot nous oblige à juger. Voilà un film qui, au bout du compte, prend position d'une certaine façon, de façon radicale, en temps réel, les temps modernes, avec, en fixant ce personnage qui pour nous a toujours incarné la liberté, en le fixant, en l'emprisonnant comme ça, dans ce temps obligé, saccadé, organisé. Il suffira que depuis son écran géant, le patron juge Charlot. Combien Charlot a-t-il eu de patrons jusque-là ? Mais Charlot les affrontait d'homme à homme, dans une relation personnelle, sans médiation. La détour par la TV fait de ce énième patron le patronat. Voilà peut-être ce qu'a voulu dire Chaplin à l'époque. C'est vrai que Charlot, pour subsister, a quelquefois travaillé. Il a surtout essayé de tirer au flanc. Bon. On voit d'ailleurs des caractéristiques de ce personnage. Voilà, une pause, la relève est là. Si on peut profiter de la pause un peu plus longtemps au détriment de son égal qui est celui qui l'a relevé, en se limant les ongles par exemple avec une lime, redonner des ordres, voilà le personnage réel de Charlot. À partir du moment où il n'est pas repris dans cette cadence infernale imposée, à partir du moment où il essaie d'y échapper, il redevient celui qui profite de l'autre. Il suffit de voir aussi, par exemple, la façon dont
il écarte les autres candidats au travail quand le travail à l'usine a repris, a pu reprendre, pour y trouver sa place. Comme ça, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la survie nécessaire, y compris au détriment des autres. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que ça n'est pas tant la cause ouvrière qui est défendue. On voit bien l'effet produit par l'annonce de la grève, par exemple. Ils font la gueule, oui, excusez-moi, mais certes, il y a la grève parce qu'il y a des choses à défendre, mais la grève signifie la famine. On reviendra là-dessus, c'est quand même l'obsession principale qui a été celle de Chaplin depuis longtemps, de Charlot, manger, subsister, survivre. Au bout du compte, sa cause rejoint celle de l'ouvrier à partir du moment où l'ouvrier lui-même a faim. C'est vraiment ça la question. Alors voilà des patrons qui ne sont pas encore le patronat. Une idylle au champ, par exemple, Sunnyside, 1919. J'ai extrait 4 photogrammes comme ça pour vous montrer un lever. Bon, il est garçon d'hôtel. Il a du mal à se lever le matin. Son réveil sonne. Son patron, qui lui se lève plus tard, c'est normal, c'est un patron, vient le réveiller, lui impose d'aller travailler dans le deuxième photogramme. Et bon, comme toujours chez Charlot, cet art de l'esquive, une fois le patron sorti, il est sorti par la porte, là où il doit aller travailler, il re-rentre par la fenêtre et il se recouche. Bon, c'est un grand classique. Un autre exemple, j'espère qu'il est visible, pas trop, dans le très bien nommé Work, Charlot apprenti, il est l'employé d'un homme à tout faire à la maison, enfin voilà, quelqu'un qui fait des travaux à la maison, tapissier, plomberie, etc. etc. En fait, ce patron fout pas grand-chose. Par exemple, là, il s'est assis sur une table, il est en train de se rouler une cigarette. Il met Charlot au travail brutalement en lui donnant des coups de pied. Il s'agit de déplacer un piano, par exemple, un coffre-fort, là en l'occurrence. Une fois ce travail effectué, puisqu'il n'y a pas eu d'autre ordre, Charlot remet sa veste et puis entreprend de lui aussi fumer sa clope, allumer sa pipe, puisque ça a l'air d'être... Et le patron lui dit « mais remets-toi au travail » et hop, c'est reparti. Et c'est reparti pour un tout petit temps, profiter de l'absence du patron, du fait qu'il ne regarde pas, pour faire autre chose, pour farniente. Il y a un très beau, dans le Charlot cambrioleur dont je vous parlais tout à l'heure, il est aussi au travail, puisque être cambrioleur c'est un travail, ou du moins il est embauché par un bandit pour lui servir d'aide cambrioleur. Lui, il ne connaît pas le métier, la plupart du temps il ne connaît pas les métiers pour lesquels il est embauché. Et une fois arrivé, une fois qu'il a pénétré dans la maison à cambrioler, il n'a peut-être jamais vu autant de luxe que celui-ci, donc il s'installe confortablement dans le fauteuil plutôt que de voler les objets. Et puis il est très maladroit naturellement quand son patron lui désigne tous les vases avec les fleurs, ce qu'il emporte, ce sont les fleurs et pas les vases. Voilà. Bon, ça c'est Charlot, toujours un peu inadapté naturellement, mais visiblement aussi piètre cambrioleur que piètre plombier, pompier, etc., etc. Dans les multiples aventures qui sont les siennes. Souvent les titres des films sont très parlants, Work, mais vous avez aussi The Fireman, The Champion, etc., etc. C'est souvent occuper un emploi, mais il s'agit d'occuper un emploi forcément provisoire. Peut-être un extrait de son rapport au patronat, si je puis dire, tel qu'il est, enfin au patron tel qu'il existait avant le patronat qu'incarne cet homme qui donne des ordres via l'écran.
J'interromps juste ici, mais je reprendrai après parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse sur la pause déjeuner. Euh, voilà, bon, voilà un patron. Il suffit de lui offrir une fleur pour l'amadouer. Ça dure pas très longtemps, mais le geste a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est peut-être un des plus beaux, c'est un des gags les plus étonnants en fait. Voilà. Euh, J'arrive en retard. D'habitude, il se fait engueuler, mais là, il a trouvé une parade qui laisse quand même le patron pantois et qui lui permet de se mettre au travail, mais on va dire gentiment, même si le patron finit par s'énerver. Ce qu'on a très peu vu au carton qui démarre, c'est qu'il est tout de même question d'une équipe de bras cassés, quelque chose comme ça. Voilà, ce chantier, tant qu'il n'est pas surveillé, tourne au ralenti. C'est un peu comme dans l'usine de Plastac de mon oncle où il faut que le patron arrive pour que tout le monde se mette au travail. Et le patron est annoncé par son chien qui le précède. Donc dès que le chien passe, tout le monde se met à travailler. Sinon, ça n'est que flirt et bavardage. Voilà, c'est une chose récurrente dans le cinéma comique, naturellement. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'au bout du compte, Charlot connaît très bien le travail à la chaîne, euh, mais pour rire. Ce gag des briques tournées à l'envers, naturellement, c'est quelque chose de l'ordre de la dérision. Voilà, Charlot se met au travail comme un danseur, il salue même, il entre en scène. La musique qui accompagne ce film, qui a été faite par Chaplin beaucoup plus tard, naturellement, on est là en 1922, c'est une musique de cirque. On a presque quelque chose on va dire, du répertoire de l'entrée clownesque. Et puis, voilà, le mur ou les briques peuvent se monter comme de cette façon-là, juste par la grâce on va dire, du trucage cinématographique qu'on ne cherche même pas à cacher d'ailleurs. Un truc à la Méliès, voilà, quelque chose comme ça. C'est une chose qui est assez rare chez Chaplin, qui a été beaucoup utilisé par les burlesques, mais assez peu par lui, ce recours à la magie cinématographique via le trucage. Mais c'est une chose qui est intéressante sur la question des cadences, par exemple. On est en 1936 pour les temps modernes. La cadence du cinéma a été contrainte à 24 images secondes, alors que dans le courant des années 20 et depuis les années 10, et surtout pour le cinéma comique, les cadences sont toujours variables selon l'effet à produire. On peut ralentir, accélérer, et maintenant, quand on étudie les copies d'époque, on s'aperçoit que ça n'est jamais le 18 ou le 16 images secondes qu'on a décrit. Bon, là, il s'agit d'un mouvement inversé, mais d'un mouvement inversé légèrement accéléré, qui permet de faire passer les choses. Et dans un film, je dirais, de 20 minutes, un court-métrage de 2 bobines classique, on s'aperçoit qu'il peut y avoir 10, 15, 20 cadences différentes utilisées pour produire l'effet comique ou ralentir. Ce qui est très intéressant dans les temps modernes, alors qu'on est à une époque où le son a imposé cette cadence de 24 images secondes, Charlot, naturellement, continue à jouer l'accélération. Pourquoi? Parce qu'il post-synchronise, tout simplement. Il y a très peu de choses qui sont, je dirais, synchronisées en live, où le son a été enregistré avec l'image. On a des doutes sur les prises de Titine, encore que là, pour le coup, on a une parfaite adéquation entre l'image et le son, un parfait synchronisme. Mais pour ce qui est, par exemple, des singing waiters, les mots ne suivent pas les paroles. Voilà, enfin, la chanson et ce qu'on voit à l'écran n'est pas tout à fait synchrone, y compris même l'écran, par exemple, qui retransmet quelquefois avec un petit temps de retard, comme ça, même si cet écran est terrifiant. Voilà. Et puis surtout, par exemple, le jeu de Paulette Godard, qui est un jeu à la fois accéléré et en même quelquefois ralenti. Ça dépend des moments. L'accélération pour l'aspect comique ou je dirais fuite,
par exemple. Vous l'avez vu au début, quand elle arrache ses bananes, de ce régime de bananes, il y a quelque chose de l'ordre de la peur aussi, dans le regard. On joue sur l'accélération. Et puis, quand elle est seule, avec le vent dans les cheveux, comme ça, on voit très bien qu'il s'agit d'un léger ralenti. Donc, Chaplin continue à jouer de cette possibilité qui a été, hélas, perdue en partie par le cinéma devenu parlant. Ça lui permet aussi de jouer cette partition musicale très particulière sur laquelle on reviendra et ces bruitages à certains moments et à d'autres. Je continue juste maintenant la fin de l'extrait parce qu'il s'agit de la pause déjeuner et qui va vous démontrer quelque chose d'une certaine façon dont je voulais vous parler, qui fait écho naturellement au temps moderne. Bon, naturellement, quand je dis que ça fait écho, on retrouve, bon, il y a beaucoup de choses qui sont des routines, on va dire, chez Chaplin, notamment les repas. Il y a les scènes de repas sont toujours importantes. Pourquoi ? Parce il est souvent en question, la question du manger est absolument vitale, naturellement. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est le jour de la paye, mais voilà, il n'y a pas d'argent, donc il n'y a pas de manger, en ce qui le concerne. Est-ce son côté imprévoyant ? Est-ce le film démarre comme ça, hein ? Est-ce son premier jour de travail ? Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que il est un petit peu pris dans le film en question. Il a une épouse acariâtre qui attend la paye. Et avant de rentrer chez lui, naturellement, il va dépenser sa paye au bar, au dancing, plutôt que de donner l'argent à sa femme acariâtre. Voilà, bon, c'est un moment de l'histoire de Charlot qui est aussi qui fait écho à beaucoup d'autres. Le fait de manger, voilà, ce qu'il y a à sa portée. On l'a vu dans le cirque, par exemple, voler de la nourriture à un bébé. Bon, donc là, il s'agit de ses collègues. Deux détails la façon dont la scène est synchronisée, ceci a été fait naturellement beaucoup plus tard. On est en 1922, le cinéma est encore muet, mais par Chaplin lui-même. Donc vous voyez qu'il y a des bruitages auxquels il tient, notamment tout ce qui marque le temps, le coup de sifflet pour reprendre le travail, et la musique composée qui reprend la musique de cirque et ce travail qui reprend de plus belle, qui est un travail pour rire au bout du compte. Ce qui est important dans ce film, ce n'est pas le travail lui-même, c'est plutôt la paye qui suit ce travail. Et la façon dont Chaplin occupe ce travail. Voilà, de façon presque... Ça commence par une fleur offerte au patron et ça se termine comme ça en numéro de cirque, d'une certaine façon. Alors, je vais vous parler du son maintenant. Parce que naturellement, c'est une chose qui a été énormément abordée à propos de ce film, mais c'est vrai que le film a cette particularité d'utiliser encore les cartons, les intertitres, si vous voulez, et de ne pas faire entendre la parole en 1936, qui est une particularité. Depuis The Artist, peut-être que on ne nomme plus Les Temps modernes, le dernier film muet. On hésite quelquefois aussi sur Les Temps modernes et Les Lumières de la ville. Donc ce son qui est toujours retransmis de cette façon particulière via les écrans, via les ondes, on l'a vu. Michel Chion, qui est un des auteurs les plus importants sur le son au cinéma, a intitulé un ouvrage entier sur le son au cinéma qui s'appelle la toile trouée. Et il part en fait d'un texte qu'il a écrit sur la façon dont Chaplin a abordé le son en différentes étapes
D'abord les lumières de la ville, ensuite les temps modernes, et puis naturellement le dictateur. Peut-être 10 ans de travail pour s'adapter d'une certaine façon à la technique, mais je dirais non pas par peur de la confronter, mais plutôt par souci d'inventer son utilisation au cinéma. Bon, je ne vais pas insister sur le fait, par exemple, ce qui l'intéresse, c'est le synchronisme, justement parce qu'il y a possibilité de désynchroniser. Ce qui l'intéresse dans le son, c'est naturellement la musique. Il devient compositeur de musique de film pour l'occasion, tout de même. Il a différentes façons d'accompagner musicalement, soit de façon comique, en soulignant les faits, par exemple. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Quelques effets sonores, bruitages employés. Et puis, la difficulté de la parole, si je puis dire, mais en même temps, quand on connaît la suite, par exemple, le discours final du dictateur, on voit bien que ce n'est pas la parole qui pose problème à Chaplin. Il s'agit vraiment d'un discours, pour le coup. C'est plutôt la voix de Charlot. Quelle voix donner à ce personnage? Ce personnage peut-il avoir une voix? Et d'une certaine façon, peut-être que le fait qu'il soit doté d'une voix dans les temps modernes signifie au bout du compte sa dernière apparition à l'écran. Est-ce que le barbier juif de dictateur, est-ce que Hinkle sont encore Charlot? Le débat n'est pas tranché, mais c'est vrai que la dernière figure de Charlot à l'écran, c'est tout de même dans les temps modernes. Alors, voilà la façon dont Michel Chion travaille cette question. Il y a dans les temps modernes deux types de voix, celle émise en voix naturelle, sans relais technique, et que l'on continue, comme au temps du muet, de ne pas entendre. Les répliques étant occasionnellement lues sur des cartons. On verra que vous avez vu que c'était le cas pour certaines répliques, pas pour toutes. Par exemple, la mort du père de Paulette Godard, de La Gamine. On lit sur ses paroles, It's my father, mais sur ses lèvres, j'entends, mais ça n'est pas précisé. Il suffit de son regard, en fait, et la façon dont elle mime la chose, joue la chose, pour qu'on l'ait compris. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites qui ne sont pas traduites par les intertitres. Et c'est tout à fait intéressant que de jouer aussi sur cette espèce de langage universel où l'acteur muet, au bout du compte, ce qu'était l'acteur muet, par exemple, un geste tout bête, j'ai soif, l'acteur muet, il suffit qu'il fasse ça pour qu'on comprenne. J'ai soif. Il n'y a pas besoin de traduire à l'écran j'ai soif. Voilà. C'est une technique qui a été mise au point très vite. Même Méliès en parle dans les articles qu'il a pu écrire sur la différence entre l'acteur de théâtre et l'impossibilité quelquefois de faire jouer l'acteur de théâtre au cinéma. Et la différence aussi entre l'acteur pour le cinéma et le mime, qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce que je trouve très intéressant dans la prise de parole de Charlot, c'est qu'au bout du compte, elle se fait via naturellement une chanson, mais une chanson mimée. Et au bout du compte, Charlot ne mime quasiment jamais les choses. Rarement. Peut-être dans les séquences de rêve. La maison rêvée, par exemple, telle qu'elle est montrée, se termine à la fin, une fois qu'on est revenu à la réalité, sur cette viande qu'on coupe au couteau et qu'il est en train de mimer, mais il est en train de mimer pour le spectacle de ce qu'il est en train de raconter à la gamine. Mais le personnage ne souligne très rarement par le mime la parole qui est la sienne. Or, il suffit qu'il prenne la parole, alors naturellement. Pourquoi mime-t-il? Cette parole est absolument incompréhensible. Il a perdu les mots de la chanson. Donc il mime. Donc deux types de voix. Celle qu'on entend, qu'on n'entend pas justement, lue sur des cartons, et celle perçue par les personnages dans les conditions mêmes
que les reçoivent les spectateurs du film, c'est-à-dire retransmises par haut-parleur. La première transmission de voix entendue dans les temps modernes s'accompagne d'une image. Le gigantesque décor de l'usine, salle des machines ou lavabo, sont en effet troués. C'est là la fameuse toile trouée, en fait, d'une surface opaque et neutre dont on peut se demander à quoi elle sert, jusqu'à ce qu'on y voit apparaître le visage du directeur réclamant l'accélération des cadences ou morigénant les ouvriers qui s'attardent au lavabo. J'ai une panne d'automatisme. Là, j'ai fait apparaître quelqu'un d'autre que vous connaissez peut-être, c'est le docteur Mabuse, du testament du docteur Mabuse de 1933. Bon, c'est pas un hasard, je reprends l'idée à Michel Chion, c'est la voix de ce patron. Ces ordres relèvent de la voix panoptique de surveillance, celle mise en scène par Fritz Lang dans le testament du docteur Mabuse. Si vous connaissez Mabuse, vous savez que bon, il s'agit du personnage issu du film des années 20, mais en 1933, juste avant de partir, et c'est une des raisons de son départ, de l'Allemagne nazie, Lang a tourné ce film qui a été interdit par le régime, naturellement, où il imagine que Mabuse, une fois enfermé, comme le fou qu'il était, vous savez qu'il avait la possibilité de donner des ordres aux autres via la télépathie. Et en fait, les ordres donnés par Mabuse, enfermé dans l'hôpital psychiatrique, sont transmis naturellement par télépathie, via haut-parleur. Et le personnage apparaît d'abord derrière ce rideau, comme ça, en silhouette. Il donne des ordres de destruction. Alors, c'est un film qui est politiquement extrêmement fort, lui aussi. Et une fois qu'on découvre ce rideau, on voit qu'il ne s'agit effectivement que d'un appareil de transmission. Il n'y a qu'une silhouette dessinée, celle du personnage, et la voix est retransmise par le haut-parleur, sur lequel là le personnage qui se révolte vient de tirer. Et on voit que l'utilisation du son de la parole par Chaplin dans le film, elle ne passe que par des relais techniques. Bon, le disque. Ce qui est très intéressant ici, c'est pour ça que j'ai retenu ce carton, c'est avec les paroles qui sont dites, faisons une démonstration, les actes parlent plus que les mots. Bon, c'est une façon de dire les choses, et notamment sur le langage cinématographique sans le son ou avec le son, mais sans forcément la parole telle que le pense Chaplin. La radio, qui transmet des publicités comme celle sur les maux d'estomac qui tombent à pic, si je puis dire. Moment humoristique qui avait glacé l'assistance à l'époque. Chaplin a toujours joué avec on va dire avec les éléments corporels. Naturellement, du temps du muet, il n'y a pas de son, mais il est beaucoup question d'odeur. On le voit là, par exemple, dans le camion de police qui emmène les différents délinquants. Bon, il suffit que quelqu'un rote pour que. Sont des choses qui, naturellement, étaient très courantes dans le cinéma des premiers temps et dans les premiers Charlots, et qu'il a perpétué jusqu'au bout, y compris même jusque dans La Comtesse de Hong Kong, où il joue un tout petit rôle d'un steward qui a le mal de mer et qui naturellement vomit. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui relèvent de cette catégorie de comique à laquelle il n'a jamais renoncé. Ce qui est très intéressant, par exemple, dans les trois tentatives ou les trois films qui montrent son travail sur le son ou sa volonté de maîtrise sur ce travail, dans les trois, on a des bruits intérieurs, si je puis dire, qui se manifestent. Dans les Lumières de la ville, il avale un sifflet. Et dans Le Dictateur, vous connaissez tous le jeu des pièces pour choisir celui qui doit
sacrifié pour la bonne cause. Et lui avale toutes les pièces que Paulette Godard a mis dans le gâteau, ce qui fait que quand il a un hoquet, naturellement, on entend un bruit de monnaie, comme au fond d'une poche. Bon, là, on a les gargouillis, qui n'ont absolument pas vraiment fait rire à l'époque. Et puis, naturellement, la voix, telle qu'elle est donnée quasiment d'une certaine façon en temps réel. Je parlais tout à l'heure de prise directe, je ne sais pas, sur cette séquence, alors que par ailleurs, toutes ces voix retransmises, par définition, ne sont pas, comment dire, des voix. Enfin, on entend des ordres, on entend les ordres, on entend la publicité, mais ça n'est que du son enregistré, ou du son relayé par les moyens de l'enregistrement. Donc là, c'est ça qui est assez intéressant. Je vais revenir sur cette prise de parole parce qu'elle est quand même passionnante. C'est la façon dont on entre en fait dans cette scène. C'est comment la sonoriser. On lui pose la question d'abord de savoir s'il sait chanter. Il faut voir son étonnement. Paulette Godard insiste, naturellement, il sait le faire. Lui reste tout de même un peu pantois, comme s'il y a un son bloqué, comme ça. Quelque chose qui n'arrive pas à sortir. Ensuite, une fois que le marché est conclu, c'est carrément la gorge qui est montrée. C'est vais-je pouvoir et puis, une fois qu'il faut entrer dans le vif, je dirais, de la parole, ou de cette prise de parole, d'abord de l'ambiance qu'on a rarement entendue jusqu'ici. C'est surtout la musique qui donne l'ambiance de l'usine. Il n'y a pas de voix dans ces ambiances d'usine, à part les ordres retransmis. Donc les premières paroles, si j'ose dire, premiers bruits d'ambiance avec paroles qu'on entend, ce sont les applaudissements, le bruit de la foule de ce restaurant qui accompagne les différents numéros, les fameux waiters, les singing waiters qui ne sont pas tout à fait synchrones, qu'on entend comme dans une comédie musicale d'une certaine façon et qui sont applaudis. On les entend off pendant que Charlot répète et n'arrive pas à se souvenir des paroles. J'oublie les paroles. C'est intéressant de la part de quelqu'un qui, d'une certaine façon, s'y refuse depuis tant d'années, que de dire à la parole, j'entends, que de dire qu'il les a oubliés. C'est pas grave, je vais les écrire sur tes manchettes. Là, on a, je vais pas vous le traduire, mais tout n'est pas traduit dans le sous-titre que vous avez vu tout à l'heure, mais effectivement, il s'agit d'une jolie jeune fille qui flirte sur le boulevard avec un vieux monsieur, un vieux gros monsieur, mais qui a un diamant au doigt, voilà, qui fait quelque chose aux yeux de la jeune fille en question, de la pretty girl en question. Et c'est ce que va mimer Charlot, au bout du compte, dans Titine. Le vieux monsieur avec les moustaches, le flirt qui s'engage, le fait qu'il monte en voiture. C'est pas du tout les paroles de Je cherche après Titine. C'est autre chose. C'est une réinvention, si je puis dire. D'ailleurs, la musique qui date de 1917 a eu plusieurs versions de paroles jusqu'au début des années 30, celle dont je parlais tout à l'heure, la musique de Titine. Et puis, le fait que les paroles aient été à nouveau perdues, la réaction de Paulette Godard, enfin de la gamine, qui lui dit chante, ne t'occupe pas des paroles. Voilà. C'est une façon d'entrer dans les mots qui est tout à fait intéressante pour le coup. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on dit, il faut chanter. C'est l'obligation assurée, c'est le travail, puisqu'il n'a été question que de ça. Donc vas-y, quoi. Voilà. Et il se lance, et ça donne le succès qu'on a pu percevoir.
Comme je n'ai aucune notion de temps, vous me ferez des grands signes si jamais on approche de la fin. Je continue. Je vais naturellement vous passer je passe sur l'extrait Titine. Je vais essayer d'éviter au maximum de vous remontrer ce qu'on a déjà vu. Ce que remarque Michel Chion par rapport au film précédent, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'intrusions de sons réalistes, contrairement aux Lumières de la ville, où en fait tous les sons, tous les bruitages sont des bruitages musicaux. Bon, il y a quelques coups de revolver qu'on entend, mais par exemple, une chute, ça va pas être un bruit de chute dans l'eau, par exemple, comme on va le voir. Ça n'est pas un vrai bruit de chute dans l'eau, enfin un vrai bruit de plouf avec de l'eau. C'est un jeu musical à partir d'un instrument sur l'effet produit. Ici, il y a beaucoup de sons synchrones, notamment, bon, voilà, les fameux. Alors, je me suis amusé à essayer de trouver les onomatopées qui pouvaient y aller. Avec, c'est vrai que le son utilisé pour le flic, ça sonne un peu creux. Et puis là, je sais pas, je vous laisse imaginer ce qu'on peut. C'est assez difficile. Voilà, je pense qu'en BD, ça n'a jamais été fait. C'est très difficile de trouver l'équivalent pour ce bruit étrange entendu. Mais ce plouf, par exemple, qui accompagne la chute dans l'eau deux fois de Charlot, il est assez intéressant parce que, et Chion continue là-dessus en disant, on ne dira jamais assez que l'apport capital du son et de la voix réaliste et synchrone, c'est moi qui souligne, par opposition à la musique et au chant depuis longtemps intégrés dans l'armée, et dédié à la durée concrète, a été celui du temps réel, au bout du compte. Alors, il s'agit naturellement du temps compté, pesé, divisé, qui, justement, dans les temps modernes, est totalement obsédant. La question de ce temps réel, dont j'ai déjà un petit peu parlé, ce temps moderne, réel, je crois que tout l'enjeu est là, en fait. C'est ce à quoi s'est refusé Chaplin depuis un certain nombre d'années, c'est de confronter son personnage au temps présent, et son refus ou sa façon de travailler le son, contrairement à ses confrères d'une certaine façon, allait dans ce sens-là. C'était ne pas confronter le temps présent et le temps réel imposé par le son synchrone, au bout du compte. Donc tout le travail sur le son qui est le sien est celui d'un travail justement sur à la fois le synchronisme et la désynchronisation, à la fois le in et le off, à la fois la musique, on va dire, redondante. Par exemple, pourquoi pas un bruitage parfaitement synchrone dans cette musique. Et puis la musique d'accompagnement, qu'on appelle traditionnellement musique de fosse, ou musique extradiégétique pour ceux qui aiment ce langage. Voilà la musique qui accompagnait les films muets. Lui fait la synthèse au bout du compte. Il le fait dès Les Lumières de la ville, mais il va peut-être encore un peu plus loin là, dans ce travail sur toutes les possibilités sonores et celles que se refuse au bout du compte le cinéma parlant naissant. Pas une seule musique entendue pendant 3 ans dans les films produits à Hollywood. On y parle, c'est du 100% parlant, mais la musique, s'il y a musique, c'est parce qu'on a mis un disque, justement, ou c'est parce qu'on est au cabaret et qu'il y a un orchestre. Et on prend bien soin de nous montrer la provenance de cette source musicale. Lui, d'emblée, se gauze de ça, d'une certaine façon. Ce qui lui pose sans doute le plus de problèmes, c'est la voix de Charlot. Et on a vu dans tout le processus qui nous amène à ça, il y a comme aussi un jeu avec le spectateur, naturellement, qui n'est pas dupe. Va-t-il le faire? Ne va-t-il pas le faire?
Je me souviens, moi, d'avoir vu le film enfant, connaissant Charles au muet. Quand on découvre ce film, on se pose la question. On est même inquiet pour lui. Il y a tout un suspense. Mais il y a quand même cette mise en ambiance qui fait que, allez hop, on y va, il y va. Son intelligence, au bout du compte, ça a été d'éviter ce qui est arrivé aux autres, cette espèce de tribunal qu'ont été les médias à l'apparition des premiers films parlant de chacune des stars de l'époque. Le lendemain, c'était ça passe ou ça casse, quoi. Lui a retardé le temps. En plus, sa voix était connue. C'est quelqu'un qui s'exprimait à la radio. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs que la voix de la radio, pas la voix du patron, mais la voix qui passe par la radio est la sienne. Donc on entend la voix de Chaplin dans le film avant même celle de Charlot. Bon, ça c'est pour l'anecdote si vous voulez. Le problème qui se pose aussi, c'est naturellement la question du langage. Quel langage employer, langage universel ou pas. Voilà, temps pesé, temps compté. Mais alors, À nous la liberté a été un film, j'accélère un petit peu parce qu'il nous reste peu de temps, et je crois que je vais faire l'impasse sur les extraits. Je vais plutôt me concentrer sur la fin. De René Clair, c'est un film intéressant parce qu'il travaille la question de l'usine et de la comparaison de l'usine à la prison à travers une imagerie qu'on va retrouver quasiment telle qu'elle dans les temps modernes. Je vous épargne les détails. Chaplin était en Europe quand il a découvert à la fois Titine, si je puis dire, et À nous la liberté. Il était justement en 1931 en France quand le film est sorti. On sait qu'il l'a vu 3 fois et que ça a été déclencheur pour lui, d'une certaine façon, notamment les décors de Lazare Merson qui ont été produits pour ce film. Il y a plusieurs choses qu'on peut retenir comme influence à la fois visuelle et je dirais de contenu. Une chaîne qui se dérègle avec, voilà, on a quasiment une chaîne de travail, j'entends, qui se dérègle. Et puis un vagabondage, enfin une vision de l'usine et du vagabondage qui est tout à fait intéressante, elle aussi. Le film se termine sur les 2 acolytes du film. Je vous passe les détails de cette histoire, mais si vous avez l'occasion de le voir, c'est un film magnifique. C'est un film qui est quasiment entièrement chanté aussi, qui joue la partition musicale et le chœur musical. On parle et derrière, des chœurs reprennent. Il y a quelque chose de l'ordre de l'opérette, en fait. Bon, une ressemblance qui fait qu'au bout du compte, il y a même eu un procès pour plagiat, une plainte à laquelle René Clair n'a pas voulu s'associer. Je vous laisse lire ce qui est écrit là. Voilà, créancier à l'égard de Chaplin, donc quand bien même il a pu l'influencer, ça n'est qu'un honneur pour lui. C'est assez beau. On sait aussi que il a écrit quelque part dans ses mémoires, qui d'ailleurs n'ont jamais été publiées, que la chaîne qui se dérègle, au moment où il a vu le film, il voyait que ça déclenchait des rires et il s'est rendu compte qu'il n'était pas allé assez loin et qu'au bout du compte, c'est Chaplin qui avait eu la bonne idée, en fait, que de travailler cette chaîne qui se dérègle. Et ce qui est très intéressant, c'est la comparaison entre l'usine et la prison. C'est exactement le même décor. Être ouvrier, être prisonnier, c'est exactement la même chose, c'est travailler à la chaîne. Et il y a une très belle leçon qui est donnée dans le film, qui est un film qui précède un petit peu le Front populaire, si vous voulez. Une très belle leçon qui dit le travail est obligatoire parce que le travail, c'est la liberté. Et c'est une leçon qui est répétée aux enfants à l'école dans le film. Bon, c'est un peu raide, mais c'est comme ça. D'autres influences possibles ou des descendances. Bon, j'ai parlé de Mon oncle tout à l'heure. Un film peut-être un peu oublié parce qu'il traite justement la question de ce qui sort du travail à la chaîne, c'est-à-dire la voiture par exemple, et
en l'occurrence la belle américaine, la belle voiture américaine de Robert Derry. Le film se démarre sur une machine infernale, c'est comme ça qu'elle est dite au générique, parce qu'on nomme son fabricant, mais une machine qui pourrait ressembler comme deux gouttes d'eau à celle qu'on voit dans les temps modernes, sauf qu'elle a été humanisée au bout du compte. C'est-à-dire il faut lui donner un petit coup de pied pour qu'elle fonctionne, et c'est une machine qui elle aussi fabrique des tuyaux. La question qui a été beaucoup débattue en fait, de cette scène où Charlot prend la tête, mais malgré lui, comme souvent, il se rend pas compte. Par exemple, pour moi, cette scène a un pendant dans le film, c'est celle des patins à roulettes. Voilà. Bon, là, il a pris la tête d'une manifestation sans s'en rendre compte. Il se met en danger sur les patins à roulettes sans s'en rendre compte. Et bon, pour lui, ici, ça se termine un peu plus difficilement. Il y a ce très beau mouvement de caméra qui montre ce temps d'arrêt, ce recul. La caméra se lève et on a un point de vue un peu plus élevé. Pourquoi je suis coincé? Tout ça en plan séquence, en un seul plan, en une seule prise, comme ça, avec la police qui charge à cheval. Euh, Roland Barthes, dans Mythologie, a parlé de ce moment, cette rencontre, en fait. Le fait qu'au bout du compte, il a faim. Charlot a toujours eu faim. À partir du moment où les ouvriers ont faim, c'est la crise. Charlot peut épouser ou rencontrer la cause ouvrière. Mais analysé à travers cette scène, cette rencontre de hasard, au bout du compte. Il brandit le drapeau. C'est lui le meneur aux yeux de l'autorité, alors qu'il était meneur de rien du tout. Avoir faim, c'est quand même la grande question du film, tout au long du film. Soit gavé par la contrainte, comme ça, enfin gavé. C'est trouver au bout du compte, la possibilité pour le patron d'évacuer la pause déjeuner. Ça, je trouve ça passionnant, parce que la pause déjeuner, c'est quand. Mais là, on pourrait continuer à travailler selon ce que dit le disque, tout, tout en mangeant. Bon, avoir les mains libres. La machine qui permet de gaver au bout du compte, mais gaver à petite dose, c'est un peu, on pense naturellement au gavage des oies, mais là il suffit juste donner ce qu'il faut par petites portions, comme ça tout est parfaitement organisé, mécanisé. C'est quand même une invention extraordinaire que cette machine à nourrir. Le rêve, c'est de manger à sa faim. Là, je vais passer là-dessus. Il s'agissait à peu près la même chose. Chaplin réutilise beaucoup ses gags, quelquefois sans s'en rendre compte. La vache. Dans Sunnyside, il y a une vache qui vient livrer son lait le matin. Je termine. Non, je voulais montrer les occurrences de la faim. Qui sont nombreuses. Voilà. La maison telle qu'elle a été rêvée et la maison réelle n'empêche pas de manger tout de même à sa faim. Et puis, la comparaison possible entre ces deux scènes qui, moi, bon, voilà, il y a beaucoup de scènes qui se correspondent dans le film, et ces deux-là sont intéressantes. On peut coincer son collègue par inadvertance dans la machine, mais lui donner à manger à peu près comme la machine à nourrir le faisait, mais avec un peu plus d'attention. Voilà, il s'adapte, donc il trouve la solution. Comme toujours, Charlot, l'objet à sa portée lui permettra de trouver le bon, de devenir l'objet dont il a besoin pour l'utilisation immédiate. Ça marche pas avec l'entonnoir, bah ça marchera avec le poulet, etc., etc. Comment? Oui. Alors, question maintenant. Peut-être faut allumer la salle.
Oui, excusez-moi, parce que vous avez dit que c'était peut-être le dernier Charlot dans les temps modernes. Et justement, pourquoi n'a-t-il pas intitulé son film Charlot et les temps modernes? C'est peut-être déjà la volonté de passer à autre chose, non? Il aimait bien. C'est-à-dire qu'en fait, on dit Charlot fait ci, Charlot fait ça. Il n'y a pas un seul titre. D'abord, il s'appelle pas Charlot, il s'appelle The Trump. Ce qui change la donne naturellement. Donc c'est pas Charlot et les temps modernes. Alors, le film aurait pu être traduit comme ça, mais non, c'est les temps modernes. Mais il y a une tendance à... C'est The Fireman, par exemple, pour Charlot Pompier. C'est toujours un emploi, souvent un emploi ou un moment. Euh, une journée de plaisir. Le jour de la paye. Etc., etc. La classe oisive, etc., etc. À partir des années 20, il fait des longs métrages. Il y a aussi, voilà, on n'a pas abordé cette question, mais The Kid, The Gold Rush, la ruée vers l'or, the Circus, le cirque, City Lights, ça devient déjà un peu plus énigmatique. Et Modern Times, qui sont peut-être les films les plus... où il a le plus la volonté d'être universel, parce qu'il s'est aussi rendu compte de sa force de frappe, si je puis dire. Enfin, c'est dur de le dire comme ça. Et puis naturellement, The Great Dictator, le grand, enfin, on l'a traduit le dictateur, mais avec là, naturellement, bon, presque par anticipation, non pas que Hitler n'ait pas déjà commis des horreurs, mais par anticipation sur Hollywood. C'est-à-dire que c'est un film qu'il a fait contre Hollywood. À l'époque, enfin, Washington, donc Hollywood, parce que Hollywood est sous les ordres de Washington. Hollywood a servi de propagande au New Deal, à la politique de Roosevelt. Chaplin est un électron libre là-dedans. Et quand il fait le dictateur, l'ordre de Washington sur Hollywood, c'est vous ne touchez pas aux affaires européennes. Voilà, il ne faut pas se fâcher. C'est du marché, l'Allemagne, y compris l'Allemagne devenue nazie. Quand bien même Hitler annexe et voilà. Et quand Chaplin entame le dictateur en 1938, il est quasiment mis sous surveillance des services secrets. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça n'est que quand la guerre aura été déclarée en 1939 qu'on lui demandera de sortir le film. Et comme le film n'est pas fini, il dira ben non, il n'est pas fini. Personne n'en voulait parce il avait une longueur d'avance, si je puis dire, sur la dénonciation ou la satire, voilà. Enfin, et puis au moment où on a besoin de lui, et au moment où Hollywood va se mettre à faire des films de propagande anti-nazie, c'est-à-dire à partir de la déclaration de guerre, lui prend son temps. Voilà. Bon, il a toujours été un peu comme ça. Mais il y a cette volonté quand même de s'adresser au plus grand nombre. Pourquoi? Parce qu'il peut se le permettre. Donc les temps modernes, c'est aussi un titre un peu... faut le prendre pour son côté satirique, mais je parlais tout à l'heure de temps réel, mais c'est aussi son côté intemporel. Intempestif, plutôt, au sens que distingue Nietzsche du terme. C'est inactuel. C'est à la fois être actuel en dehors du temps ou être inactuel avec la notion du temps, de la chronologie. J'ai pas parlé de la fin du film, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien votre avis, au moins, je ne sais pas, que je trouve très... elle est pas pleine d'espoir. Il y a quand même d'abord deux gestes transmis de Charlot à la gamine. Celui du point, voilà, faut tenir bon. Elle commence par dire à quoi bon. Le point, ok, on y va, on se relève. Et puis le sourire forcé, le smile, qui a donné son titre d'ailleurs à la musique du film. La musique qui accompagne la romance, qui est devenue une chanson d'ailleurs
sans cesse reprise depuis. Ce sourire forcé, et puis cette montagne un peu noire, quoi, voilà. En fait, il y a un très bel intertitre quand il lui demande où elle habite. Elle dit partout, nulle part. Là, on a l'impression que ça a quand même été l'enjeu, c'est de se fixer, de trouver un endroit, une maison. Chouette, il y a du travail, on va pouvoir avoir une vraie maison. Se font virer de ce travail. C'est comme si, au bout du compte, il y a quelque chose peut-être de fatigué dans le personnage de Charlot au début, et cette gamine lui redonne l'énergie. C'est elle, Charlot. Elle a un privilège rare, d'ailleurs. Paulette Godard, c'est une des récurrences et c'est un des jeux. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler avec vos élèves, mais il y a une occurrence chez Charlot, c'est le regard caméra. C'est dès qu'il fait quelque chose de comique ou qu'il constate, il prend le spectateur à témoin. C'est très furtif. Et Paulette Godard a ce privilège, elle aussi, de regarder dans la caméra, particulièrement dans les moments tristes. Voilà, et elle porte l'énergie qu'on connaît de Charlot au début du film, et puis c'est au bout du compte, il lui redonne l'énergie qu'elle a perdue, parce que c'est lui, au bout du compte, l'éternel vagabond. Voilà, ce sourire un peu forcé, et puis ce départ vers une route qui est quand même très bouchée, quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'ils vont nulle part, n'importe où. Comme le dit l'intertitre, il n'y a pas d'endroit pour habiter, en fait. Enfin, il va falloir chercher encore longtemps. Oui, il y a une forme de fatalisme. C'est marrant parce que le film a été mal perçu à sa sortie aux États-Unis, assez bien perçu en France, parce qu'il était peut-être synchrone avec le Front populaire. Mais il est loin de l'utopie justement qu'a pu incarner À nous la liberté, où À nous la liberté se termine sur un patron qui donne son usine aux ouvriers. Et ce qui est génial, c'est que l'usine fonctionne toute seule. Il n'y a plus besoin de surveiller les machines, voilà. Et on a des ouvriers qui sont à la pêche juste à côté de l'usine, qui marchent toutes seules. Bon, voilà, c'est l'utopie en 1931 de ce que peut être un monde meilleur. Et au bout du compte, une certaine réalité, mais un personnage qui reste dans lequel l'ouvrier peut s'incarner au bout du compte parce qu'il incarne quelque chose de l'ordre de la résistance, en fait. Et de la résistance perpétuelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas d'endroit où s'installer, bon, bah, on repart. On repart sur les chemins, on essaiera quand même de trouver l'endroit. Il a été synchrone avec le Front populaire. Oui, une petite dernière question. C'est idiot, mais je voudrais juste savoir s'il y a un trucage pour la scène des patins à roulettes. Si vous savez. C'est... Oui. J'aime pas vous savez, les magiciens disent ils ne dévoilent jamais leurs trucs. Oui, il y a un matte painting comme on dit, c'est-à-dire... ouais. Mais ça n'empêche pas le côté impressionnant, et c'est remarquablement fait. Voilà. C'est-à-dire que... En plus, il y a beaucoup de scènes comme ça voilà, Charlot patine, The Rink, ça a été un des courts-métrages. On sait qu'il sait patiner très bien en arrière et tout ça. Voilà. Donc là, il a triché, mais ça aurait été sans doute trop dangereux, encore qu'on peut tout imaginer. Vous savez, c'est comme Harold Lloyd qui grimpe l'horloge de l'immeuble et tout. Bon, ok. Il est à 3 mètres du sol, mais l'impression donne, c'est qu'il est en haut de cet immeuble, mais c'est simplement parce qu'ils ont raccordé un bout de décor sur un toit d'immeuble qui fait que ça donne cette impression et que la perspective qui est en bas est réelle. Là, ils ont créé une fausse perspective, mais
on va dire, le danger de la chute n'est pas aussi comment dire, mortel que ce qui est représenté, mais où il est bel et bien là quand même. Voilà, mais ça fait partie des choses qui ont été découvertes ou dévoilées il y a peu de temps.